photographier les frontières. Photographier les frontières, c'est le thème de cette année. Delphine Papin, bonjour, vous êtes journaliste, vous avez co-signé d'ailleurs avec Bruno Tertré l'Atlas des frontières, c'est aux éditions Les Arènes, vous avez parcouru les 750 frontières terrestres et maritimes, où vous avez aussi représenté aussi bien les héritages anciens, les tracés coloniaux, que les morcellements et les regroupements d'aujourd'hui contemporains. Vous allez nous parler de votre travail de cartographe dans le journal de référence, c'est-à-dire Le Monde. Et puis le photographe Valerio Vincencio, vous êtes né à Naples, mais vous vivez entre la France, les Pays-Bas et Milan. Vous êtes devenu photographe indépendant après avoir vu une autre vie, c'est votre passion, et une passion que vous exercez depuis 2004, et depuis, vos photos sont publiées dans la presse internationale, dans des titres aussi prestigieux que le Financial Times, Géo, Le Monde d'ailleurs aussi, Stern, El País, Newsweek, et j'en passe, et tout en menant d'ailleurs en parallèle des nombreux projets artistiques. D'ailleurs, vous allez nous dire si ça faisait partie d'une commande ou d'un projet qui vous tenait à cœur. Mais le principe de ces rencontres, c'est de demander aussi aux invités, aux intervenants, de choisir un texte littéraire pour illustrer leurs propos, leurs recherches. Et vous avez choisi un texte de Stefan Zweig. Vous nous direz pourquoi. Un texte qui sera lu par le comédien ici présent. Bonjour, Alexis Ramos de la compagnie L'Idée du Nord. C'est à vous. Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permission, point d'autorisation. Et je m'amuse toujours de l'étonnement des jeunes quand je leur raconte qu'avant 1914, je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais eu un. On montait dans le train, on en descendait sans rien demander, sans qu'on vous demande à rien. On n'avait pas à remplir une seule de ces 1000 formules et déclarations qui sont aujourd'hui exigées. Il n'y avait pas de permis, pas de visa, pas de mesures tracassières. Ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leurs polices, leurs postes de gendarmerie, sont transformées en un système d'obstacles, ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. C'est seulement après la guerre que le national-socialisme se mit à bouleverser le monde, et le premier phénomène visible par lequel se manifesta cette épidémie morale de notre siècle fut la xénophobie, la haine, ou tout simplement la crainte de l'autre. Partout, on se défendait contre l'étranger, partout on l'écartait. Toutes les humiliations qu'autrefois on n'avait inventées que pour les criminels, on les infligeait maintenant à tous les voyageurs. Avant et pendant leur voyage, il fallait se faire photographier de droite et de gauche, de profil et de face, les cheveux coupés assez courts pour qu'on pût voir l'oreille. Il fallait donner ses empreintes digitales, d'abord celle du pouce seulement, plus tard celle des 10 doigts. Il fallait en outre présenter des certificats de santé, des recommandations. Et s'il manquait une seule pièce de ce tas de paperasse, on était perdu. Tout cela paraît de petites choses sans importance. Mais avec toutes ces absurdes petites choses sans importance, notre génération a perdu absurdement et sans retour un temps précieux. Quand je fais le compte de tous les formulaires que j'ai remplis ces dernières années, des déclarations à l'occasion de chaque voyage, passage de frontières, puis des heures que j'ai passées dans les salles d'attente des consulats et des administrations, des fonctionnaires que j'ai eus en face de moi, des fouilles et des interrogations qu'on m'a fait subir aux frontières, quand je fais le compte de tout cela, je mesure tout ce qui s'est perdu de dignité humaine dans ce siècle. Merci Alexis Ramos. Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen, Stefan Zweig. Pourquoi ce choix, Valerio Vincencio? À chaque fois que je lis ce texte, et j'ai les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi, c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé quand je l'ai lu. Déjà, je ne savais pas qu'en 1914, il n'y avait pas de passeport. Et donc, je me suis rendu compte comment on oublie rapidement, en fait, notre parcours.
Et ça a fait écho parce que moi, j'ai vécu la même chose, en fait. En 1995, je suis arrivé en France comme étudiant Erasmus et j'ai décidé de rester travailler quelques mois. Et en 1995, au début de 1995, l'Italie n'était pas dans les accords de Schengen. Bon, les accords de Schengen avaient été signés, mais n'étaient pas encore entrés en vigueur. Donc, je ne savais pas, mais il fallait avoir un permis de séjour. Et c'était un parcours obstacle incroyable. Je me souviens, des collègues à moi n'ont pas eu leur permis. Moi, j'étais convoqué un nombre incalculable de fois à la préfecture. Il manquait toujours un papier. La dernière fois, une convocation à la préfecture, ce n'est pas qu'on a un rendez-vous, on y va et on attend des heures, on ne sait pas quand on est reçu. La dernière fois, après des heures d'attente, on m'a fait signer en noir un papier que j'avais signé en bleu par erreur. Et là, quelques mois après, tout cet énorme château administratif est un peu fondu, un peu comme neige au soleil, comme ça, du jour au lendemain. Je n'étais plus un étranger, je n'étais plus un immigré, j'étais un ressortissant européen. Et donc, dans la tête des gens, j'étais devenu autre, en fait. Je n'étais plus l'autre, j'étais devenu quelqu'un qui n'était pas français, mais je n'étais pas un étranger comme avant. Et donc, ce texte de Zweig, je trouve ça vraiment important parce qu'il faut le rappeler, en fait. Il y a une période dans l'histoire, à peu près après 1850, avec le développement du trafic ferroviaire, il y a une explosion du tourisme qui a fait que, en fait, c'était pas personne considérait comme important de devoir contrôler les gens. Et donc, il y a eu une centaine d'années où les gens, en fait, effectivement, la plupart des gens, parce que ce qui est vrai pour Zweig n'était pas vrai, par exemple, pour un Bulgare ou un Russe, mais pour la plupart des gens, en tout cas dans l'Occident, on pouvait vraiment circuler librement comme on voulait. Et on oublie ça trop souvent. On oublie que, par exemple, il n'y avait pas de photos dans les passeports. Les photographies dans les passeports ont été intégrées seulement dans les années 30. Et dans les années 30, les touristes anglais se sont insurgés parce que pour eux, c'était insultant de mettre une photographie dans un passeport. Il n'y avait que les prisonniers qui avaient ça. Et donc, il y a eu des protestations, mais finalement, pour nous aujourd'hui, c'est normal d'avoir une photographie dans le passeport. On s'habitue trop facilement à ça et on oublie. Donc, c'est avec cette émergence que j'ai dit, en fait, les accords de Schengen sont arrivés, on peut circuler librement, mais on a aussi trop vite oublié comment c'était avant. Et il ne faut pas oublier, en fait, il faut se rendre compte que c'était une avancée énorme dont il faut témoigner, en fait. Voilà, en écho complet avec le texte de Stefan Zweig. Merci Valerio. Delphine Papin, vous n'avez pas choisi un texte littéraire, vous avez choisi un autre texte écrit avec votre ami et collègue du Monde Cartographe, et vous allez... Je vais justement l'inviter, Flavie Holzinger. En fait, on a écrit un texte, on nous a demandé il y a quelques mois de raconter ce que c'était que le métier de cartographe. Et donc, quand on nous a proposé de faire des textes, on s'est dit que peut-être ce serait intéressant. C'est un petit texte qui raconte un peu nos émotions cartographiques, et voilà. On se permet de vous le faire partager. Tout en couleur, comme on va l'entendre. Tout en couleur, comme les cartes. J'aime bien le rouge. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la sensualité. C'est ton vernis, c'est mon rouge à lèvres. J'aime bien le rouge. Le rouge, ce sont les mariées chinoises, les pommes d'amour dans les fêtes foraines, les coquelicots dans les prés. J'aime bien le rouge. Et puis, lavé de blanc, il devient rose. Le rose, c'est la tendresse, c'est la layette, c'est doux le rose. Avec du noir dedans, il devient sombre, il prend la couleur du vin. Et j'aime bien le rouge. Aujourd'hui, pourtant, je déteste le rouge. Je déteste le rouge. On l'a mis dans des carrés, dans des ronds, sur des flèches. On déteste le rouge. On l'a colorié sur des zones, sur des villes et sur des pays entiers. Et même sur des terrasses de café. On déteste le rouge. On ne va pas sur le terrain. On ne prend pas de photos. On n'interroge pas de victimes. Ni même de bourreaux. Nous, on dessine des carrés, des ronds, des flèches.
sur des zones, des villes et des pays entiers. Car notre métier, c'est de raconter le monde en cartes. En fait, on est cartographe. Au journal Le Monde. Cette année, on a compté. Sur les 52 cartes qu'on a dessinées, c'est-à-dire une par semaine, 27 avaient du rouge. Le jour où on a tracé des ronds rouges représentant les victimes du Bataclan, on a repris l'exacte composition du rouge des migrants morts en Méditerranée. Il n'y avait pas 10% de plus ni 10% de moins. Il y avait 10% de cyan, 60% de magenta et 30% de jaune. On ne s'est pas rendu dans le 11e arrondissement de Paris, ni même sur les îles de Lampedusa ou Lesbos. On a juste débattu pour savoir s'il fallait mettre un peu plus de cyan ou de magenta dans notre rouge. On ne se sent pas tout à fait légitime comme journaliste quand on dessine des ronds et des carrés. On se sent parfois inutile. On a peur de s'attacher trop à l'esthétisme, car on sait que nos cartes sont belles. Et ce n'est pas facile de se dire que ce rouge magenta, que l'on trouve très beau, bien imprimé, bien lisible, raconte une histoire violente, laide et insupportable. On a fait 52 cartes cette année. 72 carrés, 1223 cercles, 47 flèches rouges. Du rouge pour les victimes d'armes chimiques en Syrie, du rouge pour les femmes violées par Boko Haram, du rouge pour les routes migratoires, du rouge et encore du rouge pour les attentats. Merci beaucoup. Alors, Delphine Papin, vous qui êtes docteur en géopolitique, spécialiste des questions multiculturelles au Royaume-Uni, vous travaillez au Monde en tant que cartographe. Est-ce que c'est un métier de journaliste que de faire des cartes, de représenter le monde à travers les cartes ? Oui, c'est une autre façon de raconter le monde, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'on disait dans le texte. On se sent moins légitime que les gens qui vont sur le terrain, comme des photographes de guerre ou d'autres rédacteurs qui vont sur le terrain interviewer les gens. Pour autant, on a cette même logique d'essayer de raconter, de rendre lisible l'actualité, de passer des heures à essayer de faire en sorte que ce qui est complexe devienne accessible au lecteur. Après, finalement, peu importe si on en rend compte en texte, si on en rend compte en dessin de presse ou si on en rend compte en photo, nous, on en rend compte en carte. J'ai l'impression que l'important, c'est qu'il y ait des gens qui passent du temps à essayer de rassembler tout un tas de données, tout un tas d'enjeux, et puis d'essayer sur une page de papier, d'essayer de le raconter à des personnes qui n'ont pas le temps forcément de faire ces recherches-là, parce qu'ils font d'autres métiers dont on a besoin de nous quand on n'est pas journaliste. Et donc on a cette chance d'avoir le temps de chercher pour essayer de rendre compte et de transmettre. Et dans mon parcours, j'ai effectivement un doctorat à l'université. J'ai été aussi enseignante et j'ai jamais eu l'impression que j'avais changé de métier, en fait. C'est-à-dire que je sois enseignante, l'idée c'est toujours d'apprendre et de transmettre. Et là c'est pareil, j'apprends de la géographie des territoires, de ce que les rédacteurs peuvent me raconter quand ils reviennent d'un terrain et que j'essaie de retracer ce qu'ils racontent pour le retransmettre. J'ai l'impression que c'est la logique de n'importe quel journaliste ou de n'importe quel enseignant qui aurait cette chance d'avoir du temps de comprendre pour expliquer aux autres. Non, mais c'était important de faire cette précision, puisque très longtemps, Vincenzio, vous le savez, la photo dans la presse était considérée comme quelque chose qui venait illustrer un article. Maintenant, on sait très bien que c'est une autre manière de raconter l'actualité, que la photo se suffit à elle-même. Et c'est bien de faire cette précision, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit une carte dans le monde, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort des Beaux-Arts et qui a pris toutes les informations des journalistes sur les terrains, qui a eu une documentaliste pour lui donner quelques chiffres et qui se met à faire la carte. Or non, toutes ces recherches, c'est vous qui les faites. Oui, alors quand on fait une carte, par exemple, si vous avez le temps de regarder l'exposition qui est dehors, donc qui sont nos productions avec Flavie, effectivement, derrière cette carte-là, il y a notre travail de recherche.
qui prend pratiquement, si on fait une carte sur une semaine, eh ben, c'est un tiers de notre temps qui est réservé à la recherche. Cette recherche-là, elle ne se fait pas simplement en regardant sur Internet, elle se fait en appelant les correspondants sur place, elle se fait par le biais de chercheurs qu'on connaît. On a un très grand réseau de chercheurs aussi qui sont en général très contents de participer à ces cartes. Voilà. Et puis après, une fois qu'on fait la synthèse de tout ça, aussi de nos connaissances géographiques, parce qu'on est toutes les deux géographes, il faut avoir... C'est-à-dire que nous, on sait raconter l'actualité quand il y a un enjeu de territoire. S'il n'y a pas d'enjeux territoriaux, moi, je ne suis pas très intéressante. Mon travail il devient intéressant si la base, elle est territorialisée. Ouais. Vous ne manquez pas de boulot, là, en ce moment. En ce moment, ça va. Valerio Vincenzo, alors, vous pouvez nous faire un topo sur... C'est quoi la différence entre une photo commandée par un journal pour illustrer ou offrir à cet article une autre entrée et le travail que vous avez fait avec Borderline? Sachant que ce travail, je ne sais pas si c'est votre envie, et je pense que c'est votre envie plutôt qu'une commande. Des fois, il n'y a pas de frontières, en fait, un travail personnel, un travail de commande. Pour ce travail en particulier, c'est un travail que j'ai fait avec de nombreux voyages. Le premier, c'était un voyage sur mes frais. Mais le deuxième, avec les photos du premier voyage, je suis allé voir la rédaction du magazine Géo, en fait. Et c'était en 2008. Et à l'époque, la Suisse rentrait dans les accords de Schengen. Donc je leur ai dit, super, on va zigzager le long de la frontière pendant 3 semaines. Et en fait, ça s'est transformé en une commande, en fait, aussi. Donc c'est un mélange. En fait, aujourd'hui, un photographe doit jongler entre l'envie de projet personnel et aussi l'opportunité, la possibilité de pouvoir montrer son travail aussi à travers la presse. Donc, des images peuvent être publiées dans la presse, être utilisées comme exposition, faire partie d'un livre. Donc, il faut un peu essayer de le montrer de façon différente. C'est vrai que quand on fait un reportage pour la presse, on a des limites, notamment l'angle qui nous est demandé ou imposé, qui limite les travaux. Ça ne nous empêche pas de faire d'autres photos un peu différentes, avec un peu plus de recul, qu'on peut proposer à la rédaction et qui peut décider ou pas de les publier, mais qui resteront en fait dans mon photo. Donc, dans ces livres, il y a certaines des photographies qui étaient publiées dans le magazine, d'autres qui étaient très bien aussi, qui ne sont pas été publiées, mais qui ont toute leur place dans un livre ou dans une exposition. Et cette idée de montrer une Europe de paix, une Europe sans frontières, en passant par les anciens tracés, les anciennes... Oui, alors ça c'est aussi la difficulté en fait, parce que mon idée, je voulais pas... en fait, elle n'est pas née de l'envie de faire une photographie, elle était l'envie de dire quelque chose. J'avais envie de parler de la liberté de circulation. Donc quand on est photographe, on pense image ma première difficulté était de dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe visuellement. Il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas des émeutes, il n'y a pas un mur, il n'y a pas une action particulière. J'ai fait un peu de recherche, en fait, et j'ai trouvé une photographie d'Henri Cartier-Bresson. C'est un poste de douane en 1969, encore en activité. Et cette photographie, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une des photographies plus connues de Cartier-Bresson, mais ça me parlait. Donc j'ai eu envie de retrouver le même poste de douane. Sans vraiment une idée précise, je me suis dit un peu comme une espèce d'un voyage initiatique. On va voir, peut-être sur la route, j'aurai une idée. Et donc en 2007, je l'ai retrouvé en fait. Il était toujours là, mais complètement abandonné et délabré. Et alors je me suis dit, c'est un signe, c'est une bonne chose. Ce que je vais faire une série de photographies sur tous les postes de douane abandonnés suite aux accords de Schengen. C'est génial, ça va parler exactement de ce que j'ai envie de dire. Donc je me suis organisé, j'ai fait un premier voyage le long de la frontière orientale de la France. Donc je suis parti de Brédune, frontière France-Belgique, et je suis descendu à zigzag jusqu'à Menton, frontière France-Italie. Alors le premier poste de douane, Brédune, je tombe sur un poste de douane reconverti en boutique de chocolat.
Et je me suis dit, voilà, c'est exactement ça, de ça dont je veux parler. C'est que c'était un poste de douane, mais il a une vie après, en fait. En réalité, ça, c'est un des très rares postes de douane que je prends en photo. Tout de suite, je me rends compte que la plupart des postes de douane ne sont pas comme ça. Ils sont plutôt abandonnés, en fait, délabrés. Et en les prenant en photo, j'ai parlé plutôt du passé. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce n'était pas de parler d'avoir une espèce d'un regard sur un passé révolu, mais plutôt de poser une question sur maintenant et sur le futur, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, aujourd'hui des frontières physiques. Et donc, je me suis intéressé à d'autres éléments, comme ici, par exemple, entre la France et la Suisse, il n'y a plus de panneaux, mais il y a des points jaunes sur le bitume. J'ai pris cette photographie avant que la Suisse rentre dans les accords de Schengen, quelques mois avant, parce qu'il fallait qu'on publie au moment de la rentrée de la Suisse dans les accords de Schengen. Donc déjà avant, en fait, Schengen, il n'y avait pas autant de contrôles qu'on le pense, et il n'y avait même pas de panneaux. Donc moi, j'avais besoin d'avoir un GPS et des cartes, d'ailleurs, pour savoir où j'étais et comprendre où les pays s'est positionné. Il ne faut pas toujours montrer quelque chose. Des fois, c'est bien quand on ne montre rien, en fait, je trouve. Surtout dans des territoires comme en Alsace qui ont été très disputés. Ici, on est au château de Fleckenstein. Et c'est un château qui a été détruit par les Français sous Louis XIV et qui aujourd'hui est en France, en fait, et qui a une vue sur la frontière qui est paumée un peu dans le bois. Donc, ces premiers voyages, 2007-2008, étaient le début d'un long périple qui, pendant 10 ans, m'a amené à sillonner les longs des 16 500 km des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Et au fil du temps, j'ai élargi ça avec les 3000 km en plus qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas encore dans l'espace Schengen ou qui ne le seront jamais, comme par exemple la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais aussi la Croatie, les frontières de la Croatie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Pour moi, c'était une découverte. En fait, vraiment, j'ai commencé ces voyages comme Italien et au fur et à mesure de ces voyages, je me suis vraiment rendu compte de ma dimension européenne, en fait. C'est une couche supplémentaire dont je suis vraiment fier, et grâce aussi à ces découvertes. J'allais dans des pays que je ne connaissais pas, dans des lieux qui ne sont pas... Ce n'est pas l'Europe des capitales, c'est vraiment... souvent, c'est l'Europe rurale, d'une richesse et d'une variété vraiment époustouflante. Mais moi, j'utilise certaines images aussi pour quelques petites anecdotes. Par exemple, la frontière entre le Portugal et l'Espagne, c'est une des frontières les plus anciennes au monde. Elle n'a pratiquement pas changé depuis le XIIIe siècle. Et en fait, c'était très difficile de prendre des photos parce qu'il n'y avait vraiment rien, en fait. Donc, ici, j'ai joué avec ces champs qui est labouré d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais il y a aussi des frontières très récentes, comme la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Elle a été ratifiée officiellement seulement en 1991, je pense, ou quelques années après. Et il ne faut pas oublier qu'après sa ratification, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne était une des frontières les plus militarisées au monde. Jusqu'en 1996, il y avait un ratio d'un douanier tous les kilomètres et demi, chose vraiment... Il y avait les Allemands avaient 30 000 personnes qui devaient gérer les frontières. Donc aujourd'hui, c'est une passerelle qui venait d'être construite en fait, pour symboliser en fait, la paix et la fraternité entre ces deux pays. Mais on oublie qu'il y a seulement 20 ans, c'était un des endroits les plus militarisés au monde. Donc il ne faut pas oublier le passé, c'est important de comprendre les cheminements des événements et aussi... on peut vraiment critiquer l'Europe aujourd'hui. On a beaucoup d'éléments pour les critiquer, mais c'est très important de parler des éléments positifs de la Constitution européenne parce que il ne faut pas seulement parler des problèmes, en fait. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des acquis énormes qui nous arrivent grâce à ça.
Et justement, Valerio Vincenzio, toutes vos photos sont des photos de bonheur. Hein. C'est que le ciel est bleu, les gens sont heureux, la nature elle est attrayante. On a l'impression qu'on est dans une Europe de paix. D'ailleurs, vous avez intitulé votre travail et votre livre qu'on peut trouver, Borderline, les frontières de la paix. Donc ça, c'était un choix délibéré de votre part, hein, d'y aller, parce qu'on pourrait, en lisant un peu les informations, en voyant un peu ce que les Européens posent de l'Europe, le désir de frontières qui est en train de renaître, on aurait peut-être pu faire le même travail que vous, avec un autre regard, en présentant autrement cette Europe, non? Oui, c'est vrai. J'ai fait ce travail de cette manière parce que hier il y avait une intervention. Il n'y a que 6% des frontières au monde qui sont des barrières, en fait. Donc 94% des frontières au monde, c'est plutôt des lieux de passage. Et d'ailleurs, si on tape dans Google le mot frontière, on voit que des photos de murs et de barbelés. Ça, c'est une vision pas objective de la réalité. C'est une vision de la réalité dictée par l'actualité. Donc je nie pas ces événements, mais attention, si on veut se faire une idée plutôt objective de la situation, il faut aussi montrer une autre réalité. Et donc moi, je suis un peu extrême dans ma démarche parce qu'il y a un manque cruel d'images de ce type, en fait. Il y a énormément d'images de murs et de barbelés, des postes de douane, de guerres, d'immigration, mais n'oublions pas que les frontières, c'est des lieux de passage. 94% de lieux au monde, ce n'est pas des murs, en fait. C'est dans ça que s'inscrit mon travail, en fait. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des murs, mais il y a aussi énormément de photographes qui travaillent dessus. Il n'y a pas besoin de moi pour prendre une photo en mur. En fait. Ouais, mais quand vous dites que vous êtes un Européen convaincu, donc... Oui. Oui. Et ça rentre en ligne de compte, c'est un travail subjectif. Est-ce que vous, Delphine Papin, vous avez aussi cette liberté de représenter les tracés, les frontières à partir d'un sentiment intime ou d'une ligne éditoriale, en l'occurrence celle du Monde? Ou est-ce qu'on peut parler d'un travail scientifique, précis? Alors, à la différence de Valerio, j'ai du mal à montrer les frontières qui n'existent pas comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile sur une carte de montrer l'absence de frontières. Même si on l'a fait, je reviendrai dessus après. Parce qu'on l'a fait sur Schengen, en fait, en y réfléchissant. Et mon travail, c'est toujours plus de montrer ce qui ne va pas. Donc, c'est un peu comme l'histoire, c'est pour tous les journalistes, c'est de ne pas parler des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est sans doute dommage aussi. Mais c'est vrai que quand on se concentre sur un cas concret d'un enjeu territorial où il y a une frontière qui pose problème, c'est souvent parce qu'elle pose problème. C'est pas parce que tout se passe bien et que il y a un échange, des flux. Voilà, nous, on est plutôt dans la logique, pas dans la logique, mais où effectivement, on commence à parler de la frontière quand elle pose problème. Ou en tout cas, quand il s'y passe un enjeu, quand elle est... voilà, donc je n'ai pas du tout la même approche que... Même si je défendrais l'Europe de la même manière, je n'ai pas du tout la même approche ou le même regard que je dois porter pour le regard. Quand ça pose problème, mais poser problème, ça veut dire qu'il y a au moins deux camps opposés. Comment se situe vis-à-vis de ça? En tant que cartographe, en tant que cartographe, travaillant pour le journal Le Monde. D'accord. Non, bah alors. Par exemple, on va prendre oui. On peut prendre, je sais pas, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Israël, Palestine et tout ça. On travaille avec quels éléments, avec quel point de vue, avec quel background? Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs façons de travailler sur une même frontière. C'est-à-dire que soit vous tracez la frontière et vous dites qu'il y a deux acteurs qui ne sont pas d'accord sur le tracé de la frontière. Donc vous proposez les deux tracés que les deux acteurs de chaque côté de la frontière souhaiteraient voir dessinés.
Donc ça, on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire que vous mettez en bleu ceux qui sont au nord, en rouge ceux qui sont au sud, et puis on fait le tracé de l'un et de l'autre, et comme ça, vous pouvez voir où ça se dispute. Est-ce que c'est sur un caillou? Est-ce que c'est sur un champ pétrolier? Est-ce que c'est là où il y a de l'eau? Ça, c'est vraiment notre travail, d'à la fois montrer quel est le tracé, et en fait, quelle est la revendication peut-être politique, mais aussi quelle est la revendication du terrain, de ce qu'il y a en dessous véritablement. C'est-à-dire que des fois on se bat pour du pétrole, et puis je vous montrerai une carte du Soudan, où en fait on voit que c'est beaucoup plus compliqué ce qui se passe quand on a retracé le Soudan du Nord, et la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. On avait tendance à raconter... peut-être que je peux vous raconter cette frontière-là, en fait. Comme ça, je vous la montre. Donc, en fait, j'ai pris cet exemple de carte-là, qui date, je crois, de 2011, qui est un peu ancienne, mais elle est intéressante parce que c'est une des premières frontières qu'on a cartographiées, déjà sur une double page dans le journal. Pourquoi je vous raconte ça? C'est aussi parce que, un peu comme à l'image de la photo, pendant longtemps, la carte, c'était une illustration d'un texte, mais ça n'était pas... un texte en lui-même. Enfin, ça n'était pas un article en lui-même. Et là, la frontière Soudan du Nord, Soudan du Sud, qui est la première frontière tracée, en 2011, et ça fait la frontière en Afrique qu'on a retracée avant, c'est 94, c'est l'Érythrée, et avant, les frontières qui ont été tracées, c'est 1960. Donc ça vous donne l'idée que ça faisait très longtemps qu'en Afrique, les frontières n'avaient absolument pas bougé, que tout le monde faisait un point d'honneur de ne surtout pas retracer les frontières, même si on condamnait toutes ces frontières-là, qui étaient les frontières tracées par le colonisateur. Pour autant, on fait toujours attention de si on veut retracer quelque chose, on sait que ça se finit souvent mal, donc on n'y touche pas. Et il y avait cette fameuse frontière Soudan du Sud, Soudan du Nord, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le cartographe... doit redessiner tous les planisphères, puisqu'il y a un nouveau pays qui est apparu à ce moment-là, le Soudan du Sud. Et donc on avait fait le choix... Excusez-moi, je reprends. On avait fait le choix de raconter la complexité de cette carte. Et à l'époque où moi je suis arrivée au monde, je suis arrivée justement pour cartographier ça. Et on ne racontait le Soudan du Sud et le Soudan du Nord que parce qu'il y avait un enjeu ici, qui était la zone d'Abyei, qui était une zone où il y avait du pétrole. Et en général, très rapidement, on disait, voilà, le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, le problème, c'est qu'au sud, il y a les réserves de pétrole, et qu'au nord, il y a les pipelines pour passer. Donc, il faut absolument qu'ils s'entendent, parce que sinon, on ne pourra pas faire sortir le pétrole. Et donc, cette question de frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, elle se résumait à cette situation du pétrole. Or, en travaillant avec un chercheur qui vit au Soudan, je lui dis, je ne comprends pas cette histoire d'Abyei, est-ce que tu peux me raconter par où passe la frontière? Je ne vous vois pas. Et il me dit, j'en ai marre de tes points sur la carte, là, à chaque fois tu me fais un point, une étoile au milieu de cette frontière, comme si l'enjeu de la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, c'était ça. Alors je lui dis, ah bon, c'est quoi alors? Donc il me dit, mais c'est pas du tout ça. En dessous, il faut que tu ailles voir... il me dit, écoute, prends une carte, t'es géographe, prends une carte vue du ciel et regarde la végétation. Alors je lui dis, donc là je l'ai pas, je suis désolée. Alors je lui dis ok, donc je prends une carte vue du ciel et effectivement je vois que la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, c'est vraiment la frontière de la végétation. C'est-à-dire que le Soudan du Sud, ça a une végétation parsemée avec des petits arbustes, etc. Puis dès que vous passez au nord, c'est du désert. Donc en fait, si les populations se battent sur cette frontière-là, c'était pas sur le sous-sol, mais c'était bien sur le sol. C'était pour savoir s'ils allaient pouvoir donner accès à leur bétail à tel puits, à telle petite rivière ou à telle zone avec de l'herbage. Et donc il me dit, moi je veux pas travailler avec toi si tu me fais pas une vraie frontière. Donc j'ai été vendre le propos aux journalistes du service international. Pour la petite histoire, il a trouvé que c'était absolument génial, que les photos aériennes étaient incroyables et que c'était super et qu'il fallait absolument raconter cette histoire. Et effectivement, il l'a fait. Le lendemain, il raconte cette histoire dans le journal. Et il me dit, oh là là, c'était super, tes cartes, ça m'a vraiment aidé à écrire le texte. Et je lui dis, mais où sont les cartes? Et il me dit, ah, mais j'ai pas pensé à les mettre. Et donc là, il voit, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, donc il voit que je suis un petit peu vexée, voire blessée.
Et il me dit, ah non, mais il me dit, mais c'était super tes cartes, ça m'a permis de tout comprendre. Ben, je lui dis, oui, justement, c'est pour ça que je me dis que si toi, ça t'a permis de tout comprendre, alors que tu connais bien ce terrain-là, sans doute que le lecteur, il sera très content de lui aussi de tout comprendre. Et comme c'est vraiment quelqu'un qui sait aussi partager l'espace géographique du journal, quelques semaines plus tard, on a trouvé le moyen de cartographier le Soudan du Sud tel qu'on voulait le cartographier, sur 2 pages dans le journal. Et on en a fait cette frontière-là. Donc, comme ça, vous allez voir comment se construit une carte. Là, vous avez... Donc, on avait décidé qu'on allait mettre en vert le Soudan du Sud, en plutôt sable le Soudan du Nord. Les fleuves qui passaient. Donc, vous voyez comme ça que le fleuve, de temps en temps, il fait frontière, et puis de temps en temps, il ne fait pas tout à fait frontière. Et puis, ensuite, on avait représenté les zones qui faisaient débat. Donc la zone entre les deux qui faisait débat, c'est-à-dire que le Soudan du Sud voulait récupérer cette zone-là, donc récupérer le fleuve. Ça, c'est la fameuse zone d'Abyei qui était la zone où il y avait le point. Et puis le pétrole, c'est là où, en noir, vous voyez les zones pétrolières. Et puis, on a montré la zone des combats, la zone des déplacés. Et ensuite... Moi, j'avais bien aimé son histoire de pâturage, et donc je trouvais que c'était important de faire des zooms. Et on a raconté sur des petits zooms, alors là, on ne les voit pas bien, mais l'histoire de chaque coin. Donc là, voilà, les troupeaux des Dinka, les troupeaux des Misertia, et comment est-ce qu'ils passaient d'un côté et de l'autre. Et donc leur zone, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être... que ça ne soit pas un mur ou que ce ne soit pas une frontière fermée, en fait, parce que tout simplement, les troupeaux ne peuvent plus tenir. Et ensuite, voilà, ça a fait une page comme ça dans le journal, où c'est la carte qui dominait le texte, en tout cas. Et là, on voit qu'il y a eu une évolution, hein, c'est-à-dire de l'analyse de la situation. La première carte que vous avez montré qu'en haut, il y avait des Arabes, en bas, ce n'était pas des Arabes, donc voilà. C'est parti pour s'affiner et pour donner une autre explication. Voilà, là c'était vraiment ça, c'était sortir de l'explication classique au nord-sud de peuples différents et la question du pétrole. C'était une autre façon de raconter. Et c'est vrai que l'approche géographique, pour le coup, elle est fondamentale dans ces enjeux-là, parce qu'on essaie d'aller au-delà de ce qu'il y a dans le sous-sol, sur le sol et entre les peuples. On essaie de raconter et de dire que voilà, en fait, c'est compliqué. Si c'était qu'une question de pétrole, à la limite, ce serait simple. On s'en sortirait. Et Delphine Papin, est-ce que vous participez aux réunions quotidiennes du Monde? Oui. C'est pas un service à part qu'on appelle quand on a besoin de voir clair. Vous êtes dans le quotidien Ah oui, on participe à toutes les réunions de rédaction. On propose des sujets comme les autres rédacteurs. Qui décide par exemple que pour le Soudan ou pour la frontière mexicaine depuis Trump, ça va prendre une page, une demi-page ou une double page? Ah bah ça c'est une autre conquête territoriale. qui est qu'en fait, on doit essayer de démontrer que c'est plus intéressant de le montrer en carte que de le montrer en photo. Ou c'est plus intéressant de le montrer en texte qu'en dessin. Donc c'est un petit peu à chaque fois... mais c'est des choix qu'on fait. Par exemple, je travaille à la fois jamais avec le service photo et toujours en concurrence avec le service photo, parce que c'est soit une photo, soit une carte. Et avec les gens du service photo, on n'a jamais été en désaccord. C'est-à-dire que moi, je sais que s'ils ont une production sur Mossoul, par exemple, où on a eu personne pendant 3 mois, par exemple, c'est évident que je ne vais pas dire, mais alors, comment ça, c'est pas ma carte qui passe? On a quelqu'un qui prend des risques sur place, c'est des photos rares. Évidemment qu'on va montrer les photos d'Alep ou les photos de Mossoul en priorité. Après, souvent, il arrive un moment dans l'actualité où on a besoin, je pense, pour le lecteur, de faire un point sur la situation, peut-être de prendre un peu de hauteur, de sortir de photos qui sont des photos de conflit, et de se mettre à l'échelle de la ville pour voir où sont les différents acteurs, où se trouve l'État islamique, où se trouvent les forces chiites, sunnites, kurdes. Donc ça dépend du temps, mais on trouve toujours un accord dans la rédaction pour se dire, tiens, ça c'est le temps de l'analyse, ou ça c'est le temps où il faut montrer, ou ça c'est le temps où il faut raconter. C'est très intéressant. Diriez-vous, comme pour un journaliste écrit, qui a d'un côté les nouvelles qui tombent via les dépêches, il faut les bâtonner, c'est-à-dire il faut les travailler et les publier, et
à côté de ça un travail, une production du journal ou du journaliste, c'est-à-dire aller faire de l'enquête. Est-ce que pour vous, pour les cartes, c'est la même chose? Je suppose que lorsqu'il y a un découpage régional, un énième découpage en France, vous avez juste les informations et vous essayez de représenter ça, ou même pour les résultats des élections quand vous montrez la carte. Mais là, ce que vous nous montrez avec cet exemple du Soudan, c'est un travail journalistique, d'investigation. Donc il y a les deux à la fois, un peu comme pour le journaliste? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a du jour au lendemain la petite carte de situation où vous allez, où on va vers le reportage sur Damas, et puis nous, on va mettre une carte qui est grande comme un timbre-poste, et on va juste vous resituer où est Damas, où est Alep, pour que vous, lecteur, quand vous arrivez sur la page, vous sachiez à peu près où vous êtes. Donc ça, c'est notre travail quotidien, c'est de faire la petite carte de situ que vous ne voyez pas, mais qui nous prend du temps. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle nous prend du temps pour resituer par où est passé en fait l'envoyé spécial ou le correspondant sur place. Donc ça, c'est un peu le bâtonnage. C'est un peu le bâtonnage de l'AFP. Et puis de l'autre côté, nous, on a la chance aussi d'avoir une rédaction. Vraiment, c'est important de le dire parce que ça ne va pas de soi d'avoir une rédaction qui a mis à notre disposition de l'espace dans le journal et une équipe importante pour pouvoir justement proposer des cartes aussi conséquentes que celles du mur pour Trump ou du Soudan du Sud que vous venez de voir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir à l'esprit que qu'on ait 14 infographistes dans le service du journal Le Monde, ce qui en fait le plus gros service de France au niveau de la presse en termes d'infographie, de cartographie, que c'est très gros à l'échelle française, que c'est moins gros à l'échelle américaine, puisque au New York Times, ils sont 30. Mais ça veut dire que la rédaction du Monde a décidé que le service cartographie et infographie du Monde serait un service de journalistes. Et il y a beaucoup de rédactions qui, en fait, ont externalisé ce service-là. Et donc, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas si vous avez à l'esprit ça, mais il y a des fois, dans d'autres rédactions, ils appellent et ils disent à une société qui est une société de graphistes, tiens, j'aurais besoin que tu me fasses la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. À l'intérieur de ces équipes-là, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de géographes, il n'y a pas ces gens-là ne travaillent pas avec la rédaction, c'est-à-dire qu'ils travaillent en dehors de la rédaction. Et ils produisent des cartes des fois pour 4, 5 ou 6 quotidiens ou de presse régionale. Et Le Monde n'en prend jamais, ne demande jamais à l'extérieur? Jamais. C'est-à-dire, y compris pour le remodelage des régions, c'est pas la carte. Tout nous-mêmes. C'est pas la carte du ministère de l'Intérieur, c'est vous qui avez décidé. La carte du ministère de l'Intérieur n'existe pas. C'est-à-dire que la première carte du redécoupage par exemple, des circonscriptions qui a été faite, qu'on remet à jour régulièrement, en fait, si vous regardez, ils vous donnent une liste, ils vous disent le découpage par telle rue, contourne telle place, etc., etc. Et donc vous avez une liste comme ça qui représente qui raconte le tracé, mais qui ne le trace pas. Donc la grande carte du tracé des circonscriptions, c'est nous-mêmes qui l'avons dessinée. Ça nous a pris un petit temps. Et après, ça devient un service public? Tout le monde peut la reprendre telle qu'elle, sans citer Le Monde Non, ça nous arrive des fois, mais non, normalement, on ne fait pas service public. Enfin, on est une rédaction, donc on aimerait bien que les autres rédactions fassent aussi leur travail. Et non, en tout cas, c'est pas la logique. Peut-être que ça le deviendra. On met à disposition tout un tas de données, justement, avec le service des décodeurs aussi, qui permet de transmettre des informations. Après, nos cartes, non, pour l'instant, c'est pas... Mais bon, c'est une idée. C'est une idée. Une question un peu délicate. Delphine Papin, donnez-nous 2 exemples où vous vous êtes complètement planté en cartographie. On se serait planté. Je regarde Flavie en même temps. Non, vous avez été obligé de rectifier. Alors, ça peut arriver... Alors, d'abord, il faut savoir que chacune de nos cartes passe à peu près entre 5 ou 6 mains. C'est-à-dire qu'entre nous, le chef de service de l'infographie, le chef de service, par exemple, du service international, l'éditeur, le correcteur, le rédacteur en chef. Donc, ça veut dire que quand même, globalement, c'est rare qu'on fasse une énorme bêtise. Mais ça nous est arrivé...
par exemple, d'omettre, je vous raconte ça parce que j'ai eu le cas de figure la semaine dernière, où on a fait un grand planisphère sur où on en était du nucléaire dans le monde. Donc voilà, carte classique avec voilà, les Américains qui ont pleine tête nucléaire, les Russes qui ont pleine tête nucléaire, etc. Enfin, un truc très classique. Où en sont les Français là-dedans, etc. Et il se trouve que sur cette carte à l'échelle mondiale qui racontait la question du nucléaire, on oublie les 3 petits pointillés du Sahara occidental, entre le Sahara occidental et le Maroc. Et là, je suis inondée de courriers depuis 15 jours sur cette erreur qui est une erreur, où en fait, effectivement, entre le Sahara et le Maroc, il y a un enjeu qui est que ce territoire-là n'est toujours pas défini. Est-ce qu'il appartient, selon les Marocains, il appartient aux Marocains, selon les Algériens, il appartiendrait aux Sahraouis. Les Sahraouis n'ont toujours pas eu leur référendum, donc ils n'ont toujours pas dit si c'était à eux ou pas à eux. Alors, la référence, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'ONU ou c'est la position diplomatique de la France qui est tout à fait d'accord avec, qui est très proche du Maroc, sans vouloir froisser l'Algérie. Ouais. Donc, on met des pointillés en disant on ne sait pas. Non, ma référence à moi, c'est l'ONU. Sur ça, je suis claire, c'est l'ONU. Donc c'était bien un oubli de notre part, mais c'est vrai que ça a été... Là, j'en suis à mon 6e ou 7e courrier, qui est en provenance de différentes personnes sur cette carte-là précise, et où on nous demande... où on nous pose la question pourquoi on veut manipuler pourquoi est-ce qu'on veut manipuler le lecteur en mettant pas ces 3 petits points. Et comme le sujet n'était pas du tout le Maroc... et qu'on avait fait des grosses têtes nucléaires partout, que c'était pas du tout le sujet, c'était vraiment un oubli de notre part, parce qu'en fait c'est un nouveau fichier qu'on a utilisé, le calque a simplement sauté et ça devient quelque chose de très... Pour vous rassurer Delphine, je peux vous dire que même pour les bulletins météo, ils ont eu le même problème. Voilà. Donc alors, dès qu'il y a une carte... Oui, en fait voilà, c'est ça. Je pense que cet exemple-là, cet exemple du Sahara occidental et du Maroc, il est intéressant parce que bien souvent, par rapport au rédacteur du journal, je fais face à des difficultés qui prennent une importance énorme parce que la carte, c'est tellement visuel. En un clin d'œil, vous voyez quelque chose, qu'on a des coups de téléphone des ambassades, peut-être plus nombreux qu'au service international. Je prends l'exemple souvent aussi de la question du golfe arabo-persique. Donc, qui est pour les uns le golfe Persique, pour les Iraniens, puis le golfe arabique pour les pays de la péninsule arabique. Et donc, nous, on est passé partout. Alors, ça, c'est pas défini par les Nations Unies, par exemple. On ne sait pas comment s'appelle ce golfe. Donc, on est passé par la phase, tiens, et si on l'appelait golfe... Donc, au début, on était sur la phase golfe Persique. Puis après, on s'est dit non, les pays de la péninsule arabique ne se sentent pas reconnus dans cette expression-là. Donc on a hésité, on a mis golfe arabo-persique. Alors encore une fois, quand vous travaillez sur des timbres-postes, quand vous écrivez golfe arabo-persique, déjà ça vous prend la moitié du timbre. Et puis ensuite, on est passé par une phase où on a eu une courte phase où l'ancienne chef du service international m'a dit un jour, écoute tes cartes, j'en peux plus. Elle aimait pas trop les cartes. C'était pas notre plus grande. Elle dit tes cartes, j'en peux plus. Je reçois mes rédacteurs peuvent plus aller en Iran parce que t'as marqué sur ton timbre-poste la golfe arabique, donc ça y est, ils peuvent plus aller en Iran. Quand tu mets golfe arabo-persique, ils peuvent plus non plus aller de l'autre côté. Donc tu me mets golfe. Alors je lui dis, c'est un peu comme si je vous mettais océan sur une carte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une notion géographique et c'est pas une appellation. Elle me dit, oui, mais avec la guerre du Golfe, on n'a jamais précisé ce que c'était. On n'a jamais dit c'est la guerre du Golfe arabo-persique. On a dit c'est la guerre du Golfe. Le Golfe, celui de la guerre. Golfe, celui de la guerre. Avec une astérix. C'est super, ça. Et donc finalement, dans cette opposition-là, il y a eu un moment donné où moi j'ai refroncé les sourcils en disant non, je veux bien céder à beaucoup de choses, mais là c'est quand même des notions qui sont aussi des notions politiques. On peut dire qu'elles sont discutées et on peut montrer aussi sur la carte qu'elles sont discutées. Donc on a le même cas de figure pour la mer de l'Est et la mer du Japon,
où on est l'un des rares journaux avec le Washington Post à écrire mer du Japon, entre parenthèses, mer de l'Est, parce que les Coréens veulent que ça s'appelle la mer de l'Est, et les Japonais veulent que ça s'appelle la mer du Japon. Et je sais pas, tous les 3 mois, 6 mois, on a un coup de fil de l'ambassadeur, soit du Japon, soit de Corée, qui nous dit « Vous avez encore fait une erreur sur votre carte ». Et donc, on essaie d'expliquer que, en fait, non, on n'a pas fait d'erreur, que c'est un enjeu, que c'est encore discuté, qu'on a conscience que c'est un problème et qu'au contraire, on reconnaît qu'il y a un problème. On ne nie pas le problème. Voilà, donc c'est pas tellement des erreurs qu'on ait fait ou des grosses erreurs, j'ai l'impression, mais c'est plutôt des enjeux où on a parfois une inquiétude en se disant est-ce qu'on montre bien que là, il se passe quelque chose. Et en même temps, les frontières, c'est le résultat de guerres, de tractations politiques, de géopolitique. C'est toujours sensible. Alors, il y a plein de frontières qui ont été, qui se passent très bien. Enfin, il y a plein de frontières qui ont même été tracées sans le sang. Ouais. Donc, il y a une frontière, de toute façon, il y a des tas de frontières qui aujourd'hui sont reconnues d'un côté et de l'autre et qui ne posent pas de problème. Finalement, il n'y a pas tant de frontières que ça dans le monde qui sont pour le des Tibet, la Chine, par exemple, ça a été un problème ou pas? Oui, pour nous. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, c'est un enfer à cartographier ça. Ouais. Ça, si je peux passer la main à chaque fois, je. Mais pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a des pressions ou... Ah non, jamais. Non. Ah oui, non, si vous allez sur ce terrain-là, non, j'ai jamais de pression. C'est la difficulté de bien montrer la revendication. Quand vous avez sur le Tibet 3 ou 4 revendications de 4 pays différents, là, je pensais à la zone du Cachemire, pardon. Ouais. C'est extrêmement compliqué de voir les revendications des uns et des autres et la manière dont sont imbriqués les territoires. Si vous prenez par exemple le long de la frontière indo-bangladeshi, oui. Celle que vous avez des enclaves avec des enclaves à l'intérieur, d'enclaves et d'enclaves. Vous avez 4 niveaux d'enclaves. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez l'Inde et le Bangladesh. À l'intérieur du Bangladesh, vous avez une enclave de l'Inde. À l'intérieur de cette enclave, une enclave du Bangladesh. D'accord. Ça, c'est une super... Et il y a des gens qui ne peuvent même pas aller chercher un passeport, puisque dans leur enclave, il faut qu'ils traversent un pays, mais comme ils n'ont pas le passeport pour traverser ce pays-là, ils ne peuvent pas le traverser pour aller chercher leur passeport à la capitale. Quand on passe de la carte au territoire, est-ce que vous qui utilisez le GPS et les cartes, est-ce que pour vous, le choix des cartes est très important? Très important. Mais il y a des endroits comme ça en Europe aussi, par exemple. Oui. Il y a Barle-Nassau, qui est un village, un exclave belge aux Pays-Bas, qui est à l'intérieur des enclaves. Mais comme c'est une situation de paix, il n'y a que des problèmes, en fait, quand on déménage d'un côté à l'autre de la rue pour changer le oui, voilà. C'est l'enclave à l'intérieur de l'enclave. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai dû faire des choix parce que j'avais des sources discordantes. Alors, sur quelle base vous avez fait ces choix? Souvent, souvent, je ne prends pas la photo, en fait, parce que je ne sais pas. Des fois, des fleuves ont des îles et on ne comprend pas trop bien. Il y a une carte qui montre que l'île, ça fait partie d'un pays plutôt de l'autre. Il y a encore aujourd'hui des échanges, en fait. Par exemple, très récemment, les Pays-Bas et la Belgique ont effectué un échange de territoire parce qu'il y avait une situation qui n'était pas pratique, donc ils ont décidé, le long d'un fleuve, de faire un échange de territoire. Et puis les fleuves, ils bougent des fois aussi. Hein. Il y a des fleuves qui bougent, et d'ailleurs, la première, il y a la frontière entre l'Italie et l'Autriche, c'est la première frontière mouvante au monde, en fait. Elle a été dessinée sur la crête d'une ligne de partage des eaux. Mais comme il y a le réchauffement climatique, les glaciers bougent des fois de plusieurs centaines de mètres. Et donc, plutôt que tous les 2 ans se retrouver et faire le point de la situation, les Italiens et les Autrichiens ont dit, bon, on dit que notre frontière est mouvante et ce n'est pas la peine d'aller voir tout le temps où ça passe. Et donc, après cet exemple, l'Italie et la Suisse ont adopté les mêmes résolutions. Donc, en fait, c'est toute une question de confiance dans l'autre. Quand il y a confiance dans l'autre, la frontière n'est plus un point de débat.
Et on se focalise sur les frontières entre les États, mais on a des frontières entre régions, entre départements, entre les villes, et on les vit pas de la même communauté, manière. ouais. Delphine. Juste à propos de ta frontière et du fleuve, sur la question de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, de ce côté-là, alors vous voyez en bleu, c'est le Rio Grande. Hop, de ce côté-là, j'ai du mal à me repérer. Voilà, c'est le Rio Grande. Je suis pas dans le bon sens avec les qui sépare, qui fait frontière. Et en fait, ce fleuve, il est aussi très mouvant. Et il se trouve que quand Trump a dit bon allez, on crée un mur, il y a une vraie difficulté ici puisque en fait ça bouge pratiquement aussi de 500 mètres d'un côté, de l'autre, etc. d'une année sur l'autre. Et il se trouve que dans un des tracés qu'il a fait, il y a un golfe qui peut bouger, un golfe. On joue au golf, un golfe qui peut bouger, qui appartient à un Américain richissime et qui selon la crue du fleuve, se retrouve ou pas du côté américain ou du côté mexicain. Et donc là, c'est un des points d'achoppement, parce que comme il est très riche et qu'il va se faire entendre, on se retrouve dans une situation qui n'était pas un problème, qui va en être un si on construit un mur à cet emplacement-là. Ce qu'il faudra décider, est-ce que ce golfe appartient aux États-Unis ou au Mexique ? Est-ce que dans votre C'est une service, anecdote. Delphine Papin, est-ce que dans votre service, il y a des spécialités, des gens spécialisés sur un continent, sur les eaux, plutôt que ou sur les terres, les intérieurs des terres, ou vous faites tout? Non, en fait, on a un Faites tout service le globe terrestre. quand on est 14, et déjà dans les 14, il y a une partie de gens qui sont des graphistes et une partie qui sont géographes. Et les géographes travaillent sur la partie internationale, les graphistes vont travailler sur le cahier sciences, sur le cahier sport, sur l'économie. Et donc Flavie, qui est là, avec une autre collègue, sont docteurs en géopolitique, donc elles ont assez de bagages pour pouvoir réagir. Comme quand on arrive sur un sujet, alors on se pose la question de qui sont les hommes, qui est sur ce territoire-là, et finalement on n'a pas tellement besoin d'être spécialiste du continent asiatique. Il y a un moment donné, elles vont se concentrer sur une ville, et elles vont réfléchir comme un chercheur qui réfléchirait sur qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on arrive sur un territoire comme ça, ou à qui il faut les poser. Très intéressant. Alors, cette envie de tracer, bien sûr, des lignes, des frontières, ça s'est déployé surtout durant le 19e siècle, avec les deux puissances coloniales qui étaient la France et les Français et les Anglais. Dans votre livre, justement, vous dites que les tracés français résistent mieux aux tracés... Oui, non, mais bon, ceci dit, alors, les principaux traceurs de limites, parce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus de la moitié des frontières sont d'origine coloniale ? Alors, j'aurais du mal à donner un pourcentage comme celui-ci. La chose que je peux dire, c'est que, en tout cas, ces tracés coloniaux, par exemple, quand l'Afrique est pratiquement tracée entièrement par les colonisateurs, à part les marges marocaines et tunisiennes, je crois, Tunisie tout en haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas remises en cause. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est tellement dans un discours où les frontières coloniales sont des mauvaises frontières, parce qu'elles ont séparé les peuples. Et on est dans un discours, dans un moment comme ça. Et parallèlement à ce discours-là de remise en cause de la frontière et de dire que c'est parce que les peuples ont été séparés qu'il y a la guerre ici ou là, en fait, on s'aperçoit que depuis 60 ans, elles n'ont jamais été véritablement retracées par quelqu'un d'autre, par les peuples eux-mêmes, etc. C'est-à-dire que si vous prenez la carte de l'Afrique, à part 94, l'Érythrée qui a une situation particulière, ou le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, où ça ne se passe pas très bien, les autres frontières n'ont pas été retracées. Elles n'ont pas été... Alors, l'une des revendications de l'État islamique, justement, en 2014, quand ils apparaissent sur la scène internationale, symboliquement, ils vont casser la frontière qu'on appelle la frontière Sykes-Picot, du nom des deux diplomates qui avaient tracé... une sorte de frontière entre l'espace français, la zone d'influence française et la zone d'influence britannique au Moyen-Orient. Et ils viennent avec un bulldozer et ils cassent symboliquement cette frontière-là, parce qu'en plus, ça ne correspond pas à la frontière actuelle.
Et c'est intéressant parce que voilà, il condamne ainsi l'Occident à dire voilà, enfin on reprend, on va refaire nos propres frontières. Et je crois qu'aujourd'hui, si, sans me tromper, il y a plein de possibilités, mais si la Syrie telle qu'elle est peut imploser, mais ses frontières ne seront pas remises en cause. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un Kurdistan, j'y crois pas trop, il peut y avoir un Alaouitistan, je ne sais pas comment on dirait, une zone, en gros une zone chiite, une zone sunnite en Syrie peut-être, ce qui se profile pas non plus, hein. Mais en fait le tracé même de la Syrie ne changerait pas. Le tracé, il peut y avoir une implosion de la Libye entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le Fezzan. Pour autant, la frontière entre la Libye et l'Égypte ne bougerait pas, la frontière entre la Libye et la Tunisie ne bougerait pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause des enveloppes externes. Il peut y avoir une implosion à l'intérieur, mais globalement, ces frontières coloniales, elles tiennent. Voilà, ça c'est ce que j'observe en tout cas. Mais le projet des islamistes est justement de se débarrasser de ces frontières pour revenir à un califat ou pour revenir à d'autres frontières qui ont existé par ailleurs, hein, dans le passé. Donc ça, effectivement, c'est le projet de l'État islamique qui, pour l'instant, avance pas beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a eu une grande avancée, on observe sur le terrain qu'il y a un énorme repli de l'État islamique autant côté irakien que côté syrien. Et ce projet-là, il faudra à un moment donné qu'il soit partagé par les peuples pour quand même pouvoir se poursuivre. Et il n'est pas partagé par les peuples de la région. Et il n'est pas partagé par ceux qui sont au pouvoir non plus. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais eu pour ambition de retracer d'autres frontières. Donc, pour l'instant, hein, c'est pas dans un jugement, dans aucun, c'est simplement une observation. D'ailleurs, c'est très bien de rebasculer sur l'Europe, parce que vous, avec tous les eurosceptiques, vous vous dites, je vais peut-être avoir du boulot, refaire toutes les cartes que... Ouais. Oui, mais ça j'aime bien, c'est mon travail. Moi, contre les frontières, non, plus sérieusement, c'est pareil. En Europe, oui, ce sera l'enveloppe de Schengen qui peut être modifiée, l'enveloppe européenne qui peut être modifiée. Si peut-être côté britannique, on peut voir des choses évoluer, peut-être voir au niveau de la Catalogne des choses évoluer. Mais déjà même en Catalogne, qu'est-ce que ça veut dire en Catalogne ? Est-ce que l'Espagne et la Catalogne vont avoir une frontière réelle ? Pour l'instant, est-ce qu'il va falloir passer un poste frontière entre la Catalogne et la France et entre la France et l'Espagne différents ? Là, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on touche à une frontière, il faut savoir que toutes les frontières qui ont été touchées ces derniers temps, ça s'est toujours terminé en un drame absolu. Il n'y a pas de frontières qui ont été retracées ces derniers temps où ça s'est fait dans la douceur, par un accord, entre les Belges et les... mais donc il faut avoir ça à l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les États s'y collent pas. Voilà, et c'est la guerre. Alors, est-ce que vous avez fait la même expérience que Valerio, Vincenzo, Delphine Papin ? Alors lui, en reprenant la photo de Cartier-Bresson, il a pu faire la comparaison. Est-ce que ça vous arrive de voir les anciennes cartes, comment c'était avant ? Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui a changé ? La vision ouais. En fait, je l'ai faite quand l'État islamique a justement évoqué cette frontière cette frontière des zones d'influence, et j'ai superposé toutes les cartes que j'avais justement depuis le tracé Sykes-Picot d'il y a un siècle à aujourd'hui, et parce que tout le monde racontait ça. Tout le monde disait ils ont cassé les frontières tracées par le colonisateur. Et en fait, en regardant le tracé, c'est pas le même. C'est pas le même et c'est pas le vrai tracé. Donc on discute tous sur une question où ça n'est pas du tout le vrai tracé, et ce qu'ils ont cassé n'est pas à l'endroit où était le tracé Sykes-Picot. Donc c'est intéressant, et où se trouve la frontière entre l'Irak et la Syrie. Donc c'est intéressant de refaire le chemin inverse de temps en temps, et de prendre vraiment le temps de reprendre des cartes du passé pour voir qu'en fait, parfois on part sur des théories qui sont, où on essaie de vendre une idée
Enfin, je veux dire, voilà, l'État islamique, c'est pris pour un cartographe sans être vraiment cartographe, parce que c'était pas là qu'il fallait taper s'il voulait être tout à fait juste. Il n'avait pas toutes les informations. Mais alors, justement, mais prendre du recul, je sais pas, moi j'ai vu l'exposition que vous avez sans doute vue au MUSEM, la carte et le territoire pour l'Algérie. Alors, ces conquêtes coloniales, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils découvraient le terrain, les cartes s'affinaient, mais les premières cartes, quand on les regarde aujourd'hui, voilà, c'était pas du tout réel. On était dans le fantasme. Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on a toutes les informations? Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, des fois, je crois que c'est pas très important d'être tout à fait juste en cartographie. Ah, expliquez-nous, ça c'est important. Oh là là, le mensonge cartographique. D'abord, lorsque vous devez représenter la planète dans un format A4, vous imaginez bien que je vous mens. C'est-à-dire que je vais schématiser les contours et que je vais pas tout à fait vous dire que le tracé il passe là, au-delà du petit talus et autour de l'arbre et du vieux chêne, etc. Donc moi je suis pas l'IGN. Ça c'est le travail de l'IGN. C'est-à-dire que le travail de l'IGN, c'est si demain on va faire la guerre sur le terrain, on sait où on peut aller faire boire les chevaux, on sait où faudra se mettre sur les hauteurs, ou on sait si pour le prochain chemin de grande randonnée, si vous en avez pour 1 heure ou 1 heure et demie. Ça, c'est un travail pour se repérer dans l'espace. Moi, mon travail, c'est de raconter des enjeux, les enjeux qui se passent sur l'espace. Donc, j'ai fait une carte, d'ailleurs, vous allez voir, vous allez sauter, enfin, peut-être pas, mais où ça, c'est Israël. Donc, j'ai fait une totale schématisation d'Israël, de Gaza et de la Cisjordanie. Ici, vous avez l'Égypte. Ici, vous avez la Jordanie. Ici, l'Arabie Saoudite. Ici, en haut, le Liban. Et en rouge, là, vous avez la Syrie. Effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Non. Ah, bah alors. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de vous raconter comment Tsahal, donc qui est l'armée israélienne, comment Tsahal perçoit ses frontières. Donc mon idée, c'était pas de raconter les frontières d'Israël, si elles sont bien ou pas bien tracées. Ce qui m'intéressait, c'était de vous raconter est-ce qu'en ce moment, au vu du conflit en Syrie, au vu du déversement de Syriens côté Liban, donc la déstabilisation du Liban, de la prise du pouvoir de Sisi en Égypte, comment Israël vit cette situation-là ? Puisque Israël a toujours été très en insécurité sur ses frontières. Et là, à l'instant T où on racontait le journal, donc il y a quelques mois, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de raconter ça. Donc ce n'était pas le tracé dont vous aviez besoin, c'était la perception qu'Israël avait de lui-même, de ses frontières. Et donc on a mis en vert toutes les frontières où il se sent plutôt bien. Pas du tout en insécurité. Il n'est pas en insécurité avec l'Égypte, il ne se sent pas en insécurité avec la Jordanie, il ne se sent pas en insécurité avec le Liban. Et on a mis une limite rouge quand même sur le Golan, où il y a eu plusieurs fois des incursions, soit du Hezbollah, soit de l'État islamique, juste à la bordure du Golan. Donc c'était pour montrer une autre vision qu'à Israël d'elle-même d'habitude, à savoir que finalement, les conflits autour de cet État font qu'aujourd'hui, il n'est pas en insécurité à l'extérieur de ses frontières. Donc là, j'aurais pu garder la géographie, mais je trouvais que ça, c'était déjà tellement compliqué à percevoir que c'était peut-être plus intéressant de vous faire une sorte de Mondrian schématisé pour que vous puissiez prendre le temps d'ouvrir le journal et de lire « Ah tiens, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas en insécurité de ce côté-là ou de ce côté-là ». Et ça fait suite, cette perception, qui pourrait être critique, parce que vous pourriez me dire, mais attendez, là, vous n'avez pas de statistiques, comment vous jugez la perception ? C'est une carte qu'on a faite avec la rédactrice qui est spécialiste de l'armée au journal Le Monde, et qui avait interviewé Tsahal. Donc on l'a interviewé sur chacune de... Donc c'est vraiment la perception d'Israël sur ses frontières. C'est pas ma perception de Tsahal sur ses frontières. Voilà, donc c'est un travail... Et donc l'insécurité... pour Tsahal venait en fait de l'intérieur
de l'intérieur et de sa frontière interne, qu'on ne peut pas appeler encore une frontière, même s'il y en a plus, il y a plusieurs frontières qui passent là, qui se trouvent en Cisjordanie et Gaza. Donc le rouge est exprimé ici, et le vert est exprimé sur le contour. Donc c'est pour ça que la géographie, là, a disparu, mais pas le sens des territoires. Non, parce que là, on est effectivement dans un point de vue, et le titre qui a été choisi, qui va effectivement avec le propos. Avant d'ouvrir le débat avec le public, je voudrais, et vous, Delphine Papin, et vous, Valérie Vincenzo, que vous me disiez comment vous réagissez à cette citation de Régis Debray qui dit « Toute frontière, comme le médicament, est remède et poison, et donc affaire de dosage ». Souvent, c'est une question de dosage. En fait, souvent, Debray dit aussi que la frontière, souvent on critique la frontière parce qu'elle est une passoire. Debray dit, en fait, c'est le rôle de la frontière. C'est d'être une passoire. C'est de filtrer, c'est son rôle. Mais souvent, on dit, cette frontière, elle est une passoire, ça ne marche pas. Et donc, c'est vrai, le rôle de la frontière, c'est de filtrer. Après, il faut s'accorder sur qui il faut que ça filtre. Moi, je pense qu'il faut que ça filtre que les criminels et pas les personnes qui cherchent une vie meilleure, en général. Mais c'est une question de dosage. Pour la même raison, comme je disais tout à l'heure, il y a une frontière entre les départements en France. C'est une frontière, c'est pas autre chose, c'est une frontière. Mais il y a une question de dosage. Il n'y a pas un poste de police à chaque fois que je vais d'une frontière à l'autre de différents départements ou régions. Exactement la même chose, une frontière entre les deux États, elle pourrait être dosée comme une frontière entre régions. Il n'y a aucune étude qui montre qu'on est plus efficace à contrôler une frontière plutôt que n'importe quel autre endroit sur le territoire, en fait. Donc, il y a aussi une espèce de focalisation sur des lieux, mais en fait, c'est juste une excuse pour des discours politiques, pour rassurer la population, mais c'est une fausse réponse à un faux problème, en fait. Voilà. Delphine ? Alors, il y a une chose dont on ne se souvient pas bien, c'est que les premières frontières qui ont été tracées, elles n'ont pas été tracées pour empêcher les gens de venir, elles ont été tracées pour contrôler les gens qui sortaient. C'est-à-dire que quand les rois mettaient en place un territoire avec une frontière, c'était pour faire payer une taxe aux gens qui étaient sur ce territoire-là, et que s'ils partaient ailleurs, ça ne se passait pas bien. Donc c'était pas la même notion. C'est-à-dire qu'on a aussi évolué. Ce qu'on raconte en 1914, le texte de Zweig est passionnant. C'est aussi un moment où en fait on voyage pas et les seuls qui voyagent sont les riches. Donc ça c'est pas dit dans le texte, mais il fallait avoir les moyens de pouvoir aller se promener en Inde, etc. Donc quand l'Empire britannique fait sa décolonisation, le passeport il est britannique, et puis avant sa décolonisation, le passeport il est britannique. Il y a 500 millions de personnes qui peuvent voyager dans le monde, ça pose aucun problème, tout le monde est sujet de la reine parce que tout simplement personne ne voyage. Et que les seuls qui voyagent, c'est les Britanniques qui vont aux Indes. Mais pas les Indiens, à part quelques-uns. Et puis après, ils les voient arriver, et c'est comme ça qu'ils commencent à mettre un vrai passeport à plusieurs vitesses au Royaume-Uni. Oui, mais avec des pincettes, parce que par exemple, il y a 50 millions d'Européens qui sont partis aux États-Unis entre 1850 et 14, et c'était pas des riches en fait. C'était beaucoup d'Italiens d'ailleurs. Beaucoup d'Italiens mais c'était aussi dans un moment où ce territoire-là était dans cette logique d'attraction aussi. Et il y avait, en tout cas, on ne se posait pas les mêmes questions de la même manière. Et que la frontière, elle a à un moment donné, aussi aujourd'hui, c'est le symbole de la limite entre celui qui veut venir et celui qui ne veut pas qu'on vienne. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était ça surtout que je voulais évoquer. Et l'autre chose que je trouve des fois intéressante à noter, parce que j'ai des étudiants et que je les vois dans leurs réactions, on est un pays où on parle beaucoup de l'universalité des droits de l'homme, etc., avec cette idée très française que c'est nous qui sommes à la base du sans-frontiérisme, Médecins sans frontières, etc., que sans frontières, on vivrait mieux. Donc il y a une part pour les migrants
effectivement, c'est des obstacles, etc. Mais la frontière, elle n'exprime pas que l'obstacle. La frontière, elle exprime aussi la manière dont un État s'organise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus que les frontières comme une zone de passage. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la frontière? Est-ce qu'on est pour que les migrants viennent ou est-ce qu'on est contre que les migrants viennent? Le rôle de la frontière, c'est pas seulement... Il ne s'inscrit pas seulement sur cette question de migration. Il est aussi celui de l'organisation d'un État. Et donc, quand on dit, tiens, j'aimerais qu'il n'y ait plus de frontières dans le monde, c'est très beau, mais qu'est-ce que vous voulez comme État? Ça veut dire qu'il faut se dire que peut-être que ce n'est pas votre vision occidentale et universaliste qui va remporter. C'est-à-dire qu'il y a des tas de pays dans le monde ou des tas de peuples dans le monde qui n'ont pas forcément envie, et que c'est une vision très coloniale, en fait, le sans-frontiérisme aussi. C'est-à-dire que se dire que tout à coup, on va pouvoir se dire qu'on va enlever toutes les frontières et qu'on va pouvoir tous vivre dans un mode, sur le même mode, c'est aussi dire je veux que ce soit mon mode. C'est toujours ça que je crains. Donc c'est pour ça qu'il y a la question des frontières avec la question des migrations qui est une question, mais c'est pour ça que la phrase de Régis Debray elle est très juste, c'est-à-dire que c'est les deux, il faut faire attention. Faut pas tout jeter, il faut pas non plus que ce soit complètement fermé et qu'il n'y ait plus de moyen de communiquer avec l'autre. Donc j'y mettrais... Oui, mais pour vraiment terminer, en fait, mon projet, en fait, c'est un projet qui voulait parler bien de l'Europe, mais c'est surtout, en fait, c'est une réflexion pour le futur, en fait. C'est ça qui est important, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Europe peut être un exemple pour d'autres lieux, mais je vais aussi encore plus loin. Aujourd'hui, on donne des choses par acquis sans trop y réfléchir, mais imagine aujourd'hui la notion d'État est liée à une réalité géographique, territoriale. C'est pas sûr que ça concerne le futur, en fait. On n'a pas besoin d'avoir un territoire pour avoir un État. Donc peut-être dans le futur, il vont se développer d'autres formes de souveraineté nationale qui ne sont pas liées à une entité géographique, en fait. Donc c'est des concepts qui nous paraissent utopiques. C'est vrai que mes photos, il y a 50 ans, étaient utopiques aussi. On ne pouvait pas imaginer mes photos il y a 50 ans. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance lourde qui viendra des nouvelles générations qui sont habituées à naviguer sur Internet, à imaginer une forme d'État différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Parce que ce que je témoigne aujourd'hui, cet retour aux frontières, aux murs, en fait, c'est une tendance réactionnaire, un mouvement plus vaste, en fait, qui avance. Donc on est dans une phase on perçoit une phase de recul, mais en réalité, derrière, il y a un mouvement plus grand, en fait, dont on ne sait pas encore en fait, comment ça va se réaliser. En tout cas, c'est ce que je perçois personnellement. Est-ce que vous pensez que c'est utopique, et j'aurais fini avec vous, de penser que dans quelques années, vous allez pouvoir travailler ensemble, hein, c'est-à-dire la photo et la carte, des applications comme Google Earth, par exemple. J'ai l'impression que peut-être que bientôt, on aura et la carte et le territoire en même temps grâce à des applications numériques. En fait, je crois que ça existe déjà, c'est-à-dire que vous pouvez tellement zoomer avec une telle qualité aujourd'hui, c'est-à-dire de partir de la carte. Dans votre journal, hein, c'est-à-dire on ne peut toujours pas faire ça, cette application. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que je ne crois pas que ce soit notre point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une différence entre la carte de l'IGN, qui est là pour se repérer, comme peut-être la photographie aérienne qui est là pour se repérer, et puis le rôle du photographe de choisir un point de vue. Donc, enfin, t'en parlerais mieux que moi. Et le rôle du cartographe de choisir un point de vue et de le défendre. Dire le défendre ou pas. Quand je choisis de angler cette semaine sur Tsahal, c'est un choix. Je peux faire une photo une carte aérienne d'Israël. Ça vous racontera pas si c'est en sécurité ou pas à ses frontières. Et de la même manière, ton choix de photo, c'est-à-dire qu'on peut pas. Enfin, c'est pas le même métier, je dirais. Merci. Est-ce que vous avez des questions, cher public, à poser à Delphine Papin et à Valerio Vincenzo? Pardon. Je voulais savoir comment vous avez choisi le titre de votre livre. Est-ce que c'est le mot anglais ou est-ce que c'est l'expression française quand on dit que quelqu'un est borderline, par exemple? Oui, c'est en relation au mot français, en fait. On se dit souvent que quelqu'un a un cas borderline quand c'est quelque chose. Et je pense que la notion des frontières, c'est un peu une folie, une petite folie.
Et c'est un peu, j'évoque ça avec ces titres en fait. C'est pas du tout un titre anglais, c'est un titre plutôt qui fait référence à l'exposition française. Vous dites au début que vous n'allez pas sur place, en tout cas vous n'êtes pas journaliste mais voilà, étant constamment dans ces cartes du monde entier, est-ce que vous vous y rendez parfois justement? Est-ce que ça nourrit C'est toujours la partie qui nous manque un peu, mais on essaie de le faire de plus en plus. Là, sur l'exposition, vous pouvez voir, il y a une carte de Calais. Alors, c'est pas très loin, mais c'est une carte qu'on a tracée au moment où les migrants qui étaient à l'intérieur de la ville étaient. Donc, c'est une carte qui date de 2015. Et en fait, c'était intéressant pour nous de la mettre parce que à cette époque-là, la ville de Calais avait décidé de demander gentiment, avant de le faire d'une autre manière, aux migrants de sortir complètement de la ville et d'aller dans une zone qui s'appelle la jungle, enfin que les migrants ont appelé eux-mêmes la jungle, et qui se trouve de l'autre côté du périphérique, enfin de l'autoroute, pardon, qui mène au port de Calais, et de se déplacer de ce côté-là. Et en fait, on a suivi les migrants dans leur déplacement, c'est-à-dire qu'on avait identifié les espaces où ils étaient dans le centre-ville par nationalité. Et pendant une journée, on a vu leur arrivée. Ils sont arrivés de manière assez spontanée, sans être guidés sur cet espace-là. Ils se sont installés. On a observé, simplement sans juger, enfin, pas sans juger, mais sans intervenir ni rien, essayer de regarder comment eux s'installaient. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils s'installaient par nationalité et que chacun avait une logique. On voyait que les Pakistanais et les Afghans étaient plutôt dans les zones où il y avait des buissons, que les Somaliens avaient été sur des zones plates et étaient très accompagnés des ONG, de l'ONG No Border, donc, qui avaient fait des constructions en dur très rapidement. Et donc on a recartographié les Égyptiens qui sont arrivés, qui étaient des petits jeunes, qui étaient les plus jeunes, ils n'étaient même pas majeurs, les Égyptiens. Et ils étaient une quinzaine, et en fait ils sont arrivés après tout le monde, parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas délogés étant mineurs. Donc ils sont arrivés après tout le monde sur le territoire, et ils n'avaient pas de place entre les Afghans, entre les Pakistanais, entre les Somaliens. Et donc ils ont été se mettre sur les dunes, et c'était ceux qui étaient sur le sable, et c'était pas évident de planter une tente sur le sable. Donc en fait on a vu une logique territoriale qui s'est organisée là dans un premier temps, qui a évolué par la suite, mais on a suivi, on est retourné plusieurs fois à Calais, et on a pu voir comment des populations s'organisent sans organisation en fait. Et c'était assez passionnant comme travail, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait faire plus souvent. Ça se justifie quand on est à une échelle locale. Quand on est à une échelle internationale, ça n'a pas un énorme apport. L'échange est plus intéressant, en fait. Mais j'adorerais. Eh ben merci. Je vais vous laisser signer vos livres maintenant. Vous restez un peu avec nous pour signer vos livres. Merci beaucoup Delphine Papin. Merci beaucoup Valerio Vincenzo. Et puis, merci au public d'être venu. Merci.